Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les Anciens. Alors aujourd'hui, nous sommes honorés d'avoir un ancien capitaine, pour moi emblématique du PSG, un consultant, un ancien sélectionneur du Madagascar, Eric Rabessandratana. Bonjour Eric, Bonjour, bonjour. comment vas-tu? Ça va bien, très bien. Merci d'avoir honoré l'invitation, on est Avec honoré de plaisir. t'avoir. Alors comme tu dois le savoir, chez les anciens, en tout cas les auditeurs le savent, c'est qu'on aime bien revenir sur la vie de l'homme. On sait à peu près ce que tu as fait côté footballistique, mais on veut voir comment tu es arrivé jusqu'à là aujourd'hui, si ça Mhm. ne te dérange pas. Non, pas du tout. Alors ma première question, ce sera où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi? Alors, je suis né à Épinay-sur-Seine, en 72 donc. Mais j'ai pas grandi à Épinay-sur-Seine. Je suis resté à peu près un mois et après on a déménagé. On est arrivé à Franconville. Et c'est là que j'ai commencé à jouer au football, à Franconville. Donc j'ai commencé dans la rue d'abord, comme n'importe quel joueur de foot qui s'honore. Et puis après, dans le club de Franconville, j'ai commencé à faire mes débuts à l'âge de 6 ans, je crois, ou 7 ans, je sais plus. D'accord. Nous, chez nous, on aime bien aussi revenir sur les parents, on aime bien les honorer. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tes parents sont arrivés en France ou est-ce qu'ils sont nés en France? On peut parler d'eux. Alors, mon père est de Madagascar à l'origine, il est né là-bas, à Tananarive, et il est arrivé à l'âge de 16 ans. Ma mère est parisienne, donc voilà. Et puis après, il a grandi ici, il a suivi toute la famille, son père, son père et sa mère. Et puis voilà. Après, moi, je suis arrivé plus tard, mais en tout cas, ouais, non, il a bossé en France, il a bossé dans les assurances, à la BP, British Petroleum, là, les D'accord. stations BP et tout ça, là. Et puis, il a fait plein de boulot de commercial, en fait. Et puis, justement, c'est ce boulot de commercial qui l'a amené à partir à Nancy. Et c'est comme ça que j'ai commencé à arriver et à jouer avec le club de Nancy. Ça, c'était à l'âge de 12 ans, après Franconville et Saint-Ouen, entre-temps. Mais voilà, mon père était muté à Nancy et du coup, j'ai suivi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un essai au club de Nancy, à être pris et à gravir un peu les échelons au fur et à mesure. Mais c'était une belle aventure. Comment c'était à la maison? Combien tu avais de frères? Combien tu avais de sœurs? Alors, on était 4 sœurs et 2 frères, mais on n'était pas tout le temps, parce qu'après, moi, ma mère avait 4 enfants de son côté, mon père, une fille, et donc après, ils ont eu ensemble une fille et un garçon. Donc, c'est pour ça que j'essaie de compter pour savoir, mais ils n'étaient pas tous à la maison, hein. Mais on est resté ouais, un petit peu de temps hein, quand on était à Franconville, un peu ensemble, et puis après non, j'étais avec ma sœur, simplement avec ma sœur. Est-ce que tu as des anecdotes? Parce que c'est intéressant, quand on vit tous ensemble comme ça, forcément, tu as des anecdotes bêtises ou des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme anecdote? Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, que c'était drôle parce que mon frère se fait passer un peu pour le gars qui m'a aidé à jouer au football. Alors qu'en fait, bon, évidemment on a joué ensemble dans la rue mais que c'est pas grâce à lui que je joue au football, c'est parce que j'avais les qualités mais c'est drôle. En fait, cette anecdote est drôle. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Non, moi j'étais le dernier, donc Petit c'était chouchou. plutôt chouchou. En plus, bon, bah, sportif, donc du coup, ma mère adorait le football, mon père aussi, donc c'était assez facile de, 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 de s'intégrer. Je ne sais pas trop de tâches ménagères. Ça, si c'est, j'étais couvert par les autres. C'est-à-dire que quand tu as des grands et quand tu es le plus petit, tu vois, tu profites un peu, tu te dis, bon, ils vont le faire. Tu fais un peu moins, mais non, mais voilà. Sinon, non, non, j'ai plutôt une enfance Agréable. plutôt agréable. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta scolarité, comment ça s'est passé, la primaire, le collège? Alors, j'étais un élève plutôt facile et qui faisait le strict minimum pour passer tous les ans. Voilà, c'est un peu ça à l'image de ma scolarité. J'avais des qualités, mais que j'utilisais juste pour passer au-dessus. Ce qui m'intéressait, c'était le football, évidemment. D'accord. Mais non, voilà. Après, je suis allé jusqu'en terminale quand même. J'ai fait quasiment que du sport-études. Alors, à partir de la quatrième, quand j'étais à Nancy, sinon avant, j'avais un parcours normal. Mais j'ai fait sport-études 1 an en quatrième et après, je suis parti au Crêpes de Nancy pendant 3 ans. Ok. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité comme ça. Et j'ai adoré ça parce que tu partages ta scolarité avec d'autres sportifs. Et moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup le rapport aux autres sports déjà en relation, parce que le sport, c'est plutôt sympa, mais en plus, voilà, il y a un esprit un peu différent, avec des mentalités un peu différentes, et j'aimais bien déjà le mélange de ce côté-là.
Ok. Tu logeais au Crêpes? Je logeais au Crêpes ouais, pendant 3 ans à Nancy. Ouais. Et comment tu vivais le fait d'être loin de tes parents? Euh, Sans problème. J'ai envie de dire non, mais moi je rentrais le soir, le samedi. Si on jouait le samedi, je rentrais le samedi soir et je revenais au Crêpes le dimanche Ouais, après-midi. Donc je passais pas beaucoup de temps chez moi et ça me posait pas de problème. Moi j'aimais bien vraiment. J'aimais ce côté un peu dortoir et un peu. C'était pas un dortoir, mais il y avait des chambres. On était 2 par chambre et j'ai mon meilleur ami qui est Michael Michel qui était avec qui on était au Crêpes dans la chambre et qui est aujourd'hui encore mon ami. Donc voilà, ça permet aussi ça. J'ai eu d'autres amis dans d'autres sports comme le basket où j'ai eu Christophe Lyon qui a joué, qui a été international français au d'accord. basket aussi, mais qui a été un joueur très très bon du SLUC à Nancy. Donc voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça qui font que bah, tu grandis un peu avec les autres sports. J'ai regretté un peu, je l'avais dit au président de l'époque, où j'ai dit, président du SLUC, donc du basket, à Nancy. J'avais dit pourquoi vous organisez pas des rencontres entre les joueurs de foot et genre une mi-temps de foot, une mi-temps de basket, parce que c'est sympa et qu'on aime bien nous en C'est fait. vrai. Et puis que pour les sportifs c'est super sympa d'échanger plutôt que de se retrouver en dehors du terrain, on peut se retrouver aussi sur le terrain. D'accord. C'est beau. Euh, Tes premiers souvenirs dans le football, tu m'as dit que tu avais commencé à Franconville, tu commençais à jouer. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite? Moi après c'était assez plaisant parce que j'avais les qualités et que bah, ça permettait d'être bon. Alors, quand tu es bon, forcément, c'est plus facile pour toi. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de dire. Donc, j'avais les qualités, on gagnait les matchs. J'étais aussi important pour mon équipe. Il y a tous ces trucs-là quand tu es jeune. C'est important dans la construction aussi en tant que personne. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'ai commencé à faire les sélections en Val d'Oise, sélection Paris avant de partir à Ah Nancy. oui, d'accord. Donc j'avais déjà commencé, c'est pour ça que je disais que voilà, j'avais les qualités pour. Et puis j'en ai profité, mais c'était des belles aventures, tu vois. Tu commences un peu, c'est pareil, tu vois, on est un peu dans le même truc tu sais, de sport-études où tu viens, tu as des sélections qui viennent un peu partout, donc tu rencontres des gens un peu différents. Et moi, j'aimais bien ce mélange-là et ça permettait aussi de vérifier ta valeur par rapport aux autres, de côtoyer les autres pour savoir à quel niveau tu étais aussi. D'accord. Ok. Là, donc, tu étais à Franconville, tu es parti à Nancy. Est-ce que tout de suite, tu savais que tu allais devenir joueur pro? Souvent, je l'explique parce que c'est drôle et ça peut être surprenant pour les gens. Mais je me suis jamais dit que je serais joueur professionnel parce que je le savais. Non, mais c'est vrai. C'est fou. Je suis pas du tout, j'ai pas la grosse tête ou quoi Ouais, que ce soit. C'est pas ça. J'explique que intérieurement, je savais que j'allais l'être. Et du coup, en fait, en pensant comme ça et en ayant cette approche du football, eh ben, je me suis enlevé la pression et l'obligation de réussir. C'est-à-dire ok. que j'ai vécu les choses en prenant du plaisir, en m'amusant, en essayant d'être bon à chaque fois. Et du coup, je me suis jamais posé la question de savoir, c'est comme si je m'étais mis un peu, j'avais fait un peu le ménage dans la tête et que je jouais au football, je prenais du plaisir et puis le reste, voilà, c'est tout. J'avais juste ça à faire. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué à ce moment-là, au début quand tu faisais tes gammes en tant que jeune footballeur? Ouais, il y a quelqu'un que je dois remercier parce que à l'époque quand j'étais à Franconville, c'est là où j'ai déménagé. On est resté quand même pas mal d'années. Mais au moment où j'ai commencé à jouer au foot à Franconville, genre je sais plus quelle année, hein, moi pour ça je suis pas bon, mais on avait déménagé de Franconville et on était parti à Montlignon dans le 95. Et du coup, d'avoir déménagé à Montlignon, ça m'empêchait d'aller aux entraînements au foot à Franconville. Et du coup, j'ai arrêté le foot. Et j'ai arrêté le foot pendant 3 mois et j'ai fait du judo. Et, euh, et du coup, c'est un dirigeant, le père d'un des joueurs, Laurent Di Bernardo, c'était alors son père, je crois que c'était, je ne sais plus c'est quoi son prénom, son père. Mais Laurent Di Bernardo était un des joueurs de l'équipe et qui a été professionnel à une période de sa vie. Et son père venait me chercher à Montlignon justement pour éviter que j'arrête le foot et que je reprenne. Donc j'ai repris le foot. Et puis bah, parce que j'avais les qualités. Mais voilà, je veux dire, je pouvais vraiment pas revenir. Et donc il était venu. Donc je tiens à le remercier et de lui dire que bah, il a fait partie aussi de ma réussite Ouais. puisque j'ai repris le foot. Même si peut-être je serai revenu au foot après. Je sais pas. Mais en tout cas,
c'est lui qui a permis à ce que je revienne au football rapidement. Comme quoi, il y a des fois, il y a des petits trucs comme ça qui Ouais. nous permettent de… Non, non, mais c'est vrai, c'est des aléas de vie qui font que… Ah, c'est fou. Et est-ce que lorsque tu étais gamin, que ce soit à Nancy ou au Crêpes, est-ce que tu as des anecdotes croustillantes à nous donner? Des anecdotes, je sais pas si j'ai des anecdotes. Moi, je suis pas très bon pour ça, même si évidemment, je dois en avoir des anecdotes, mais non, non, je sais pas. J'ai toujours aimé le sport en commun, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je peux te raconter Pas comme de histoire? bêtises, des choses qui se Non, sont mais passées? bon, si j'en ai fait, mais c'était des trucs genre le bac de français. Le jour où j'ai passé le bac de français, j'étais au Crêpes en train de jouer au tennis. Je suis allé, mais je foutais rien en fait. Donc du coup, j'ai envie de dire que j'ai pas réellement passé. Je l'ai passé, mais j'ai pas vraiment bossé parce que j'ai préféré aller jouer au tennis avec mon pote au Crêpes. Et donc c'est des trucs que tu fais pas normalement, mais bon. C'était Alain Perrin Ah ouais. Alain Perrin qui était responsable du Crêpes à l'époque. Il m'avait mis une avoine, une avoinée, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, les études, c'est pas. J'étais fait aussi pour ça. Je m'en rends compte aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais fait pour ça. Mais c'est comme, tu sais, quand ça t'intéresse pas spécialement, tu fais le minimum et Ouais, tu puis fais pas voilà. d'efforts Ouais. particuliers, hein. D'accord. J'avais rien contre les études, mais c'était comme ça. Bah, après, voilà, c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui. C'est regrettable parce que tu peux absolument faire les deux en même temps. On l'a vu par d'autres joueurs derrière qui sont capables de faire les deux. Et évidemment que j'étais capable de faire les deux. Sauf que voilà, peut-être j'aurais dû avoir un peu plus un peu plus un cadre pour respecter tout ça. Moi, je ne l'ai pas respecté, mais ça aurait été bien peut-être pour. Bon, ça n'aurait rien changé, puisque aujourd'hui, je m'en sors très bien, mais c'est pas. Mais voilà, c'est plus pour l'évolution, j'ai envie de dire. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'était une journée ou une semaine type au Crêpes et au centre de formation de Nancy? Alors au Crêpes, c'était, bah, tu te réveillais le matin, petit-déj, hop, tu préparais et tout ça, et après tu partais en cours. Alors je mangeais à la cantine quand même, parce que le Crêpes, c'était pas très loin. T'étais à quoi, 1 kilomètre, un peu plus d'1 kilomètre, non 1 kilomètre, quelque chose, un truc comme ça. Mais c'était pas très loin du Crêpes, mais du coup, je mangeais quand même à la cantine entre midi et 2. Et puis après, je finissais les cours et je rentrais. Et là, il y avait entraînement. Donc on rentrait pour aller faire entraînement. Et puis après, le soir, tu faisais tes devoirs. Donc tu avais entraînement en rentrant du Crêpes. Et après, derrière, tu prenais ta douche. C'est pas un rythme aussi facile que ça, même si bon, ça te prépare aussi un peu. C'est comme un centre de formation, mais ça te prépare aussi un peu à ça. Mais voilà, quand tu as des journées un peu longues, ça peut être fatigant. Ah, donc pour c'est une les journée enfants. assez chargée. Ouais. Et quand tu étais, à un moment donné, tu as basculé à Nancy, au centre de formation, c'était un peu pareil? Ouais, c'était pareil. Bah, c'est pareil. Il n'y avait pas forcément les cours ou les. Alors après, moi, j'ai pas fait beaucoup de centres de formation. Au moment où je suis arrivé au centre de formation, j'ai commencé à jouer en pro. Ok. Donc j'ai fait 1 an vraiment de centre de formation. J'ai passé le bac à l'époque, là, en candidat libre, parce que je faisais les cours, mais c'est pareil, je faisais pas vraiment les cours. Bah, en fait, le minimum, parce qu'en fait, ça a coïncidé avec l'année où j'ai commencé à jouer en pro. Donc j'allais avoir 18 ans, et donc je faisais les cours par correspondance en forêt de Haye, à Nancy. Et puis à la fin de l'année, je suis allé passer mon bac. Je suis allé juste en philo, j'ai pas passé les autres trucs. Mais je savais très bien que c'était pas la peine que j'y aille. Mais non, mais voilà, après c'était, on avait ces cours-là au centre de formation, puisque c'était juste l'année. Et après, je suis parti, j'ai pris un appartement avec Grégory Vimbé, un ancien joueur, ouais, un ancien joueur qui a joué, ouais, et qui s'est fait un plaisir de me laisser tout seul dans l'appartement. Je suis parti avec lui dans l'appartement et au bout d'1 mois, il était prêté à Charleville et je me suis retrouvé tout seul dans l'appartement, donc c'était un peu le bazar. Ensuite, comment ça a été tes débuts? Parce que si je ne me trompe pas, c'était Aimé Jacquet à ce moment-là, le coach de Nancy. C'était absolument Aimé Jacquet. C'était 90, ouais, 90, 91. Aimé Jacquet arrive au club. Il remplace Robert de Wilder, qui avait fait monter le club en Division 1, c'était la Division 1 à l'époque. Ouais. Et donc Aimé Jacquet était arrivé un peu à l'aventure. Il a fait que 1 an, et c'est lui qui m'a permis, un jour, je raconte juste la fois où le matin, j'arrive à l'entraînement, le lundi, et Alain Perrin me dit, bon bah écoute, Aimé Jacquet veut que tu ailles t'entraîner là-bas. J'étais avec Michel Angel à l'époque, c'était un joueur aussi de Nancy.
et un peu plus vieux que moi. Et en fait, il nous appelle tous les deux. Il dit, bah voilà, Aimé Jacquet aimerait bien que vous alliez vous entraîner avec les pros cette semaine. Je dis, ok, donc on descend, on va là-bas. On connaissait quelques pros parce qu'on avait joué en réserve et qu'on jouait en réserve. Donc du coup, il y avait quelques pros qui descendaient de temps en temps, mais on ne connaissait pas bien, quoi. Et puis on fait lundi, mardi, mercredi entraînement. Arrive le jeudi matin, on fait échauffement. Et à la fin de l'échauffement, Aimé Jacquet arrive vers moi, il me donne un dossard, il me dit, alors samedi, tu vas prendre lui au marquage et tu vas jouer, donc je jouais milieu de terrain à l'époque. Il me dit, tu vas prendre lui au marquage, il faudra que tu fasses attention parce que, donc il m'explique plein de trucs. Et en fait, le samedi, j'ai joué titulaire et j'ai fini la saison avec les pros. J'ai joué tout. Quand j'étais pas blessé, je jouais avec les pros tout le temps. Donc j'ai fait toute la saison, on a fini la saison et puis on s'est maintenu de justesse. Ça a été compliqué. J'ai rediscuté d'une anecdote avec Jean-Michel Moutier qui me disait qu'à l'époque, au départ de la saison, ils avaient demandé à Aimé Jacquet s'il pensait que le club allait se sauver. Et il avait dit, écoute, je pense qu'on va prendre des casquettes, on va aller gagner certains matchs ailleurs et tout ça, mais ouais, il me dit, je pense que c'est faisable, on va se sauver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est allé, genre, on va, quand je dis des casquettes, on va à Marseille, on prend 6-2. Ah ouais. On va à Bordeaux, on prend 5-1. Mais on bat Marseille chez nous 2-0. Et on fait plein de résultats comme ça qui font que à la fin, on arrive quand même on se sauve de justesse, mais on se sauve. Et après, mais Jacquet est parti. Alors, je ne sais plus où il est parti après. Mais c'était une belle aventure. Franchement, j'ai passé une bonne première année de professionnel. Et enfin, moi, je n'étais pas professionnel, j'étais stagiaire, mais quand même, c'était une belle aventure. D'accord. Est-ce que pendant cette période-là où tu es en transition entre stagiaire et pro, tu as des joueurs qui t'ont vraiment marqué? Il y a des joueurs qui réussissent pas, en fait. Ça t'arrive souvent, et je pense qu'il y a plein de joueurs qui ont des anecdotes comme ça, mais tu as des joueurs qui sont très bons techniquement, qui ont tout ce qu'il faut pour réussir, mais qui n'ont pas soit le mental ou pour faire les concessions, ou pour travailler, ou ils font la fête tout le temps. Il y a plein de trucs qui font qui font que les mecs ne passent pas. Ou alors, dans d'autres cas aussi, où tu as des joueurs, ils ont beaucoup de ils ont beaucoup de qualité, pardon, mais il y a un joueur devant qui leur bouche la suite et qui fait que il y a déjà un bon joueur à ce poste-là et que tu vas pas réussir là parce qu'il y a déjà un joueur. C'est pas parce que tu n'as pas les qualités, c'est parce qu'il y a déjà un joueur et du coup tu es obligé un petit peu de réussir ailleurs ou d'être patient. C'est pas toujours facile, hein, cette période-là. Il y a vraiment des déchets dans la réussite des joueurs à ce moment-là de la carrière parce qu'il y a tous ces aléas-là, parce que ça peut être un coach qui t'aime pas ou qui. Tu sais pas, c'est comme ça, il y a plein de trucs, tu plais pas à tout le monde et c'est jamais facile, hein, cette période. Et du coup, tu t'adaptes, tu es obligé de t'adapter. D'accord. Et ce poste de défensif, parce que tu as joué milieu défensif et défenseur central, est-ce qu'au départ, tu étais plus haut? Parce que ça arrive souvent à des joueurs. Alors moi, j'étais pas plus haut, mais en fait, j'avais une qualité, c'est que je marquais des buts, beaucoup, depuis toujours. Depuis petit, de toutes les équipes où j'ai joué, je marquais des buts, tout le temps. Il n'y a pas une saison où je marquais pas de but et c'était comme ça, j'avais le sens du but. Et du coup, quand tu es jeune, soit tu es défenseur central parce que tu es grand, soit tu es attaquant parce que tu es grand. Donc moi j'étais. Non mais c'est vrai, j'étais défenseur central, mais ils ont bien vu que comme je marquais des buts, on m'a mis au milieu de terrain de partir de moins loin. Donc en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé au milieu de terrain. Et comme ça, je me suis retrouvé pas milieu de terrain défensif, mais milieu de terrain offensif aussi. Parce que donc j'ai fait un peu les deux. Le truc, c'est que j'avais la fibre du défenseur. C'est-à-dire que moi, j'aimais pas prendre des buts et c'est pour ça que j'ai fini défenseur central, mais parce que j'étais bon aussi défenseur central. J'étais bon dans les deux postes, mais c'est plus dur de trouver des bons défenseurs que de trouver des mecs qui vont marquer des buts, en vrai, dans le football, normalement. D'accord. C'est vrai qu'il y a une saison, si je ne me trompe pas, je crois que c'est en 95-96, tu finis meilleur buteur du club. Ouais, je finis meilleur buteur. En fait, je fais 3 saisons de suite, les années où Laszlo Bologna arrive. Il était déjà au club, il était entraîneur de la réserve et il prend les pros. Et justement, pour l'anecdote avec lui, l'année d'avant, je lui dis, est-ce que tu peux m'entraîner? Parce que je m'entendais plus trop avec Olivier Rouillet, qui était l'entraîneur, et on se prenait un peu la tête et tout ça. Je lui disais, moi j'ai besoin de travailler. Donc j'étais allé voir Laszlo Bologna
Et je dois rigoler parce que je travaille avec Olivier Rouillet sur la chaîne L'équipe aujourd'hui. Mais il sait, moi je l'ai eu, de toute façon, il sait, on a eu des moments plus difficiles, mais on s'entend très très bien, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, on se prenait la tête, j'en avais assez, et puis moi j'avais surtout envie de voir autre chose. Et j'étais un peu bloqué à Nancy parce que à l'époque, les contrats, ils te bloquaient, quoi. Tu pouvais pas te barrer comme tu voulais, tu pouvais pas être acheté par n'importe qui parce que les défenseurs, on n'achetait pas trop de défenseurs, on achetait surtout les attaquants à l'époque, au moment où c'était pas encore l'arrêt Bosman. Et du coup, j'étais allé voir Laszlo Bologna pour lui demander s'il pouvait me faire des entraînements supplémentaires et tout ça. Il m'a dit, bah écoute, moi je peux pas. Il dit, moi je suis entraîneur de la réserve. Il dit, si Olivier Rouillet, il est entraîneur des pros, il voit que tu t'entraînes avec moi en plus, il va se dire, mais c'est pas possible, quoi. Donc je dis, ok, pas de problème, ça. À la fin de la saison, Olivier Rouillet arrête son contrat, il part. Et du coup, c'est Laszlo Bologna qui récupère les pros. Et pour l'anecdote, premier rendez-vous avec lui, donc on parle et tout, et puis il me dit, il me dit, tu peux partir. J'ai dit, bah, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, bah non, bah, si tu veux partir, tu peux partir. Je dis, bah non, je peux partir, je t'ai demandé de travailler. Je dis, là, aujourd'hui, les conditions sont faites pour que tu puisses le faire, donc voilà, je veux travailler et qu'il n'y a pas de problème, quoi. Et donc, on part comme ça. Et lui, c'est sa première expérience en professionnel. Ok. Donc, le dosage des entraînements, c'est un Roumain ou en Roumanie, c'était comme ça, il travaillait comme des malades. Lui, il avait l'habitude de travailler comme ça et d'être exigeant comme ça. Ça a été dur, hein. Ça a été dur au début parce qu'il faisait que des entraînements de 2 heures. On faisait des entraînements de 2 heures tout le temps. En préparation, on avait trois entraînements par jour et on faisait 3 fois 2 heures d'entraînement. Ah ouais. Ouais, non, c'est pour ça. Donc, et moi, à chaque fois, à la fin de l'entraînement le matin, il me rajoutait 20 minutes pour que je fasse un entraînement supplémentaire. Donc, c'était super, hein. J'étais rincé, j'étais complètement explosé, mais c'était super, vraiment. Donc, j'ai travaillé comme ça pendant un mois. Et puis, à la fin, donc le premier match de championnat, je suis sur le banc. Et je dis, mais j'étais dégoûté parce que je dis, mais je travaillais comme un malade, voilà, et le mec, il me met pas de titulaire. Et donc, il me met sur le banc. Je dis, bon, ok. Puis après, en fait, au fur et à mesure, je rentre dans l'équipe parce que, en fait, c'était pour que progressivement, physiquement, je récupère mais j'avais beaucoup bossé, vraiment beaucoup bossé. Et j'étais en pleine bourre. Et en fait, j'ai fait 3 ans comme ça. J'ai fait trois saisons comme ça d'affilée. Et j'ai marqué 31 buts en 3 saisons. Ouais. Il voulait que je tire les pénaltys. Il voulait que je sois, à chaque fois qu'il y a un centre dans la surface, il voulait que je sois dans la surface. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai eu cette réussite aussi offensivement, quoi. Comment se passe ta découverte du monde professionnel, tes premiers matchs? Est-ce que tu sens vraiment une grosse différence? J'imagine que oui, mais comment tu t'adaptes? Ah, je sais même pas comment je me suis adapté en fait. Tu fais abstraction, c'est pas facile, tu vois. Moi, je venais juste d'avoir 18 ans. Donc quand tu as 18 ans, même si c'était en plus une autre époque, jouer avec des adultes, il y avait plein de mecs qui étaient au-dessus de 30 ans, tu vois. Donc alors évidemment, tu le sais quand tu es dans un sport comme ça, mais c'est quand même pas toujours évident en fait de gérer cette différence d'âge. Et moi, j'ai eu de la chance, ces mecs étaient sympas. Donc, mais peut-être que c'est plus gênant pour d'autres ou pour. Puis le monde du football, c'est un monde où tu chambres tout le temps, tu vois. Si t'as pas Ouais. ça peut être difficile pour des caractères un peu fragiles. Donc, non, moi, je me suis adapté ce qui aide aussi, c'est ce que je disais, c'est quand tu es bon, on te laisse passer un peu plus de choses et c'est plus facile, quoi. Mais là, non, franchement, j'ai eu de la chance de ce côté-là. J'ai fait ce qu'il fallait pour être j'allais dire, accepté plus facilement. Mais voilà, je sais que c'était pas aussi évident que ça. D'accord. Je vais revenir sur le côté PSG parce que tu vas arriver à un moment donné au Paris Ouais, Saint-Germain ouais, 97. sur une période où Paris a gagné un peu de temps avant la Coupe des Coupes. Déjà, comment se fait le transfert et comment tu arrives dans le vestiaire? Le transfert se fait avec. Donc, je parlais tout à l'heure de Jean-Michel Moutier, qui est devenu directeur sportif du Paris Saint-Germain après, et qui, du coup, c'est lui qui m'a appelé. On était en décembre 96, et il m'appelle pour savoir si ça m'intéresserait de venir au Paris Saint-Germain. Évidemment que ça m'intéresserait, mais non, mais voilà, après, non, mais après, c'est pas aussi évident que ça parce que j'ai eu plein de réflexions comme ça, genre, ah ouais, tu pars là-bas, mais tu sais pas si tu vas jouer ou pourquoi tu fais pas un club intermédiaire. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ces questions en fait? Non, mais je comprenais pas parce que je me dis, mais pourquoi faire un truc intermédiaire alors que finalement, tu sais pas si l'opportunité va se représenter un jour dans ta vie en fait. C'est vrai. Donc j'ai dit, dans ma tête, c'était plutôt, j'avais Marseille, j'avais Paris. Et évidemment, j'ai choisi Paris, mais
Non, mais c'était drôle. Donc, avec Jean-Michel Moutier, on a discuté, et puis ça a été assez rapide. Et puis, en fait, j'ai signé en janvier. Donc, c'est pour te dire que. Et donc, ce qui est aussi qui m'a permis, j'étais en fin de contrat. Donc, ça m'a permis de finir ma saison tranquillement avec Nancy, parce qu'en plus, Nancy jouait le maintien, donc c'était compliqué. Donc, j'ai fini en donnant tout pour Nancy. Comme ça, j'étais tranquille dans ma tête, tout en sachant que j'allais commencer un autre challenge. Donc, et pour l'anecdote de mon premier match avec le Paris Saint-Germain, je ne savais pas si j'allais jouer, en tout cas. J'y allais. Enfin, je ne savais pas si j'allais jouer. Si, je savais que j'allais jouer. Je ne savais pas quand, mais je savais que j'allais jouer. J'y allais pour jouer et je savais que j'allais jouer. Je savais que j'avais les qualités pour jouer là-bas. Maintenant, je savais qu'il fallait être patient parce que tu arrives et que tu arrives avec humilité et qu'il y a des joueurs qui sont déjà internationaux, qui ont gagné des choses. Voilà, c'est normal en fait. C'est le processus normal. Et mon premier match, c'est pas un truc de la saison d'après, c'est fin de saison avec Nancy. Le PSG m'appelle et me dit bon ben on voudrait t'inviter, comme un match de gala, il dit on fait le, le jubilé de Hugo Sanchez à Santiago Bernabéu. D'accord. Et donc le premier truc que je fais avec le PSG, c'est un match de jubilé de Hugo Sanchez à Santiago Bernabéu. Donc on est invité, donc c'est quand même extraordinaire. Tu commences un truc comme ça. Déjà ton aventure, comme tu dis, ah ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas pareil que Nancy, je sais pas pourquoi, mais bon. Et donc je vis cette aventure-là où je joue. Alors j'ai pas joué tout le match, évidemment, j'ai joué, je sais plus, je crois que j'ai joué 25 minutes, mais c'était incroyable. Donc tu joues avec des mecs avec qui tu n'as jamais joué. Ouais. Et puis bah voilà, et puis tu joues, et puis tu vois, c'est comme si tout ce que tu avais vécu avant, dans la difficulté de s'intégrer dans une équipe et c'était pour te préparer à enchaîner ça aussi ailleurs, parce que ça fait partie du boulot, mais franchement, c'était extraordinaire. Ah ouais, c'est beau Ouais, ça. franchement, c'est C'est extraordinaire. beau. Et ce vestiaire, tu arrives, les premiers jours, les premières semaines, je sais pas, mais certains vont être un peu éblouis par les joueurs qu'il y a, par les noms qu'il y a. Toi, c'était comment? Bah, bon, pareil, t'es toujours impressionné par les mecs qui sont là. Après, comment je peux te dire? J'ai fait ça aussi peut-être sur mon parcours, j'ai fait toutes les équipes de France de jeunes, Ouais. jusqu'à Espoir. Et du coup, peut-être que ça te permet aussi, justement, ce côté où tu arrives, où il y a un peu les meilleurs, où tu dois t'adapter, voilà, tu fais un petit peu ton trou en utilisant tes qualités, en étant à ta place, mais en étant sérieux. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et après, moi, j'étais venu pour bosser, donc j'ai eu aussi cette humilité de me dire, voilà, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je vais bosser pour arriver et pour être titulaire. Ça m'a pris 3 mois, je crois. J'ai attendu 3 mois, c'est long, 3 mois. Ouais. Mais après, quand ça arrive, tu es prêt, en fait. Et moi, j'étais prêt, en fait. J'étais prêt depuis le début, mais j'attendais juste l'opportunité de pouvoir jouer. Et puis voilà, après, c'est ça, j'ai dit, tout ce parcours-là avant m'a permis certainement de relativiser, de me dire que voilà, c'est comme une sélection et tu vas avec les meilleurs et puis tu te débrouilles, quoi. Ouais. Et le stade, le Parc des Princes. Alors, surtout qu'avant, c'était pas comme aujourd'hui. Tu avais le côté Il y avait Boulogne, il y le avait côté plus d'ambiance, même Auteuil. si là aujourd'hui ça commence à ressembler à quelque chose. Mais c'était différent quand Ouais, même. c'était différent. Comment, quand tu rentres et que tu vois tout ça, tu entends ça, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, t'as la pression quand même. T'as une grosse pression parce que tu sais que c'est les supporters parisiens, que t'as pas le droit à l'erreur, Mais je suis un Parisien, donc j'étais un peu dans le moule, quoi. Mais même si tu connais pas, même si tu t'adaptes, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas aussi difficile que ça. C'est ce que j'expliquais. Comment tu fais pour faire abstraction de cette pression? La pression, elle dure pas longtemps en fait. Ça dure 5 minutes, le temps d'arriver sur le terrain, de prendre un peu l'ambiance. Et après, une fois que tu es parti dans le match, tu es concentré sur ce que tu as à faire en fait. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque facile de faire abstraction parce que tu as un boulot à faire. Et du coup, ta concentration, elle va sur ce boulot-là, quoi. Ok. Ah, c'est beau, hein, le parc. Non, Ça a le été parc, mon c'était. stade. Non, franchement, le parc, c'est incroyable. La résonance, tu as une résonance. Il y a eu certains matchs où des matchs de Ligue des Champions, des buts, des explosions de joie où ça résonne. Cela, c'est vraiment un univers incroyable. Bah, raconte si tu as des anecdotes sur ça, sur un match Non, mais par particulier, exemple, je sais pas, mais je vais te donner un exemple du but d'Okocha que sur une touche, je sais plus, je crois que c'est en 99, je sais plus, c'est en 99-2000, il me semble.
On est le pauvre Ramé qui prenait que des buts comme ça contre Ulrich Kocha, Ramé, le gardien de Bordeaux. le gardien de Bordeaux. Là, on joue contre Bordeaux. Et déjà, j'explique parce que l'anecdote du but de Kocha quand il rentre, le premier qu'il met avec Paris, là, où il met sa frappe de loin à Bordeaux, on rentre en même temps sur le terrain. On était remplaçants tous les deux et on rentre en même temps. Et on rentre, ça fait 2 minutes. Et moi, je suis juste derrière dans l'axe de la frappe qu'il fait. Il prend le ballon, il élimine 2 joueurs. Et là, je vois le ballon partir. Je fais « Wow !» Et je vois Ramé qui fait genre non, c'est bon, elle va sortir. Et je la vois en pleine lunette. Je dis ah non, elle sort pas. Non, mais c'était extraordinaire. Et là, il fait ah ouais. Non, et en fait, donc ça, c'est le premier but à Bordeaux. Et au Parc des Princes, derrière, il lui met un but, mais incroyable en fait. Il y a une touche, je crois que c'est Algerino qui fait la touche. Le ballon rebondit une fois ou 2 fois. Et lui, il est complètement sur le côté de la surface de réparation. Et il frappe. Il frappe de volée. Le ballon redescend. Il frappe de volée. Et elle finit comme ça, croisé dans le petit filet. Et il y a eu une explosion de joie dans le Parc des Princes. Et tu te dis, mais franchement, c'est une des plus fortes que j'ai entendues. Où là, il y a eu oh, comme ça, mais tous ensemble. Et avec la résonance qu'il y avait dans ce stade, tu te dis, wow, c'est incroyable. Franchement, c'était vraiment incroyable. Ah, c'est fou. Raconte-nous comment tu deviens capitaine de cette équipe, parce qu'il faut le faire quand même. Ouais, je deviens capitaine, c'est Philippe Bergerot. Après, je pense que moi, je fais ma meilleure année. Avant d'être capitaine, je fais ma meilleure année à Paris. C'est-à-dire que j'ai Philippe Bergerot qui est entraîneur. On finit 2e du championnat derrière Monaco, qui est un peu l'ovni de ce championnat, qui marche sur tout le monde, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, on finit 2e et je finis dans l'équipe type de la saison. L'UNFP, là, aux Oscars, là. Et vraiment, je fais une bonne saison, assez complète, voilà, et sans être capitaine, mais en étant plutôt exemplaire, quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a déclenché avec, je sais que Philippe Bergeron avait des problèmes avec Ali Benarbia et qui voulait changer de capitaine. Mais moi, je ne savais pas qu'il voulait me donner. Bon, en fait, je l'ai su à la fin de la préparation. On était à Orléans. Et il me convoque et machin, il me dit voilà, bah écoute, j'ai décidé que ce serait toi le capitaine. Il me dit bah écoute, tu me dis si t'es OK. Bon, après, moi, être capitaine, c'est un plus, mais moi, ça ne change rien à ce que je faisais en fait. Moi, c'était juste un complément. Alors évidemment que ça prend de l'ampleur au Paris Saint-Germain parce que capitaine du Paris Saint-Germain, c'est pas pareil, mais j'ai envie de dire, moi, ça ne change rien pour moi, en fait. Ça ne changeait pas mon investissement, ça ne changeait pas ce que j'allais faire sur le terrain. Ça ne changeait pas le fait que je parlais, parce que moi, je parlais tout le temps, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire. Voilà, j'ai évolué dans le football. On m'a vraiment dit que, voilà, tu es défenseur central, si tu dois parler aux autres joueurs, parce que c'est toi qui vois tout. Donc, tu dois parler aux autres joueurs. Donc, la communication, je l'avais intégrée depuis bien longtemps. Et le fait d'être exemplaire, c'est un peu ma marque de fabrique. C'est-à-dire que je pars pour jouer et pour commencer un truc, pour être bon et pour être exemplaire. Après, je ne dis pas que j'étais bon tout le temps, c'est pas ça. Je dis juste que à l'origine, je suis comme ça. Ça veut dire que finalement, ça ne change pas grand-chose et que c'était dans la communication avec l'entraîneur. Et comme moi, j'étais un mec respectueux, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. C'était un truc, c'est une continuité, mais Bergerot a vu que voilà, j'étais plutôt un élément positif et que donc c'est aussi pour ça qu'il m'a donné ça. Mais voilà, après moi, c'était vraiment une continuité de quelque chose. J'ai été capitaine partout, dans tous les clubs où je suis passé, j'étais capitaine. Donc c'est pour ça que je disais ça change rien pour moi, mais voilà, c'était une belle reconnaissance quand même. Ah, j'imagine. Je suis obligé de revenir sur ça parce que surtout dans les fins d'années 90, après l'ère tapis, PSG Marseille, c'était particulier. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu l'ambiance d'avant-match, fin de la semaine avant, après coup, comment tu vivais ça, parce que les médias, ils étaient vraiment à fond. C'est un peu différent d'aujourd'hui, parce que c'est pas le même niveau, on va dire, entre les deux équipes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Je peux même te raconter C'était pas PSG Marseille, mais c'était déjà à l'époque, quand tu jouais contre Marseille, moi je me rappelle, mon premier match au Vélodrome, où j'étais avec Nancy en 90, donc je te dis, j'avais 18 ans. Et là, tu arrives dans le vestiaire, je te donne juste l'anecdote, parce qu'après, ça suit sur pas n'importe quel club, c'était la même chose pour n'importe quel club, mais tu arrives dans le vestiaire, et là, il y a de l'eau. Et là, les mecs te disent, ne touchez pas aux bouteilles. Ah ouais. Ah non, mais ils te disent, ne touchez pas aux bouteilles, c'est drôle, parce que ils te disent, ne touchez pas aux bouteilles, et tu regardais sur le bouchon,
il y avait un trou d'aiguille et tu sais qu'ils avaient mis soit du laxatif, soit un truc pour faire dormir, soit… Non mais c'était vrai, c'était réel. C'était comme ça faisait partie j'ai envie de dire du folklore, c'est pas bien, mais ça faisait partie du folklore, on le savait. Mais n'empêche que… Et donc, voilà, fallait surtout pas. Donc, à chaque fois, les mecs ramenaient de la flotte dans le vestiaire. Et donc, ça a commencé à Nancy. Donc, imagine bien que contre Paris, c'était la même chose. Et l'ambiance sur les matchs comme ça, c'était une semaine avant. Tu avais les supporters qui venaient dans le vestiaire, pas dans le vestiaire, mais au camp des loges et tout ça, pour nous mettre la pression, pour nous dire hey, ce match-là, vous ne pouvez pas le rater et tout. Mais c'était sympa parce qu'il n'y avait pas d'agressivité, il y avait juste voilà, ils avaient un peu plus la pression. Il y avait forcément, Marseille était meilleur à l'époque que Paris. Donc c'était compliqué, tu vois. Tu devais avoir du répondant, tu devais avoir le caractère pour faire le match. Et en général, on l'avait. Moi, j'en ai joué 8 des classicos. Donc, mais voilà, c'était des matchs extraordinaires. Moi, j'adorais ça. Tu allais là-bas, tu te faisais insulter. Moi, j'aimais bien, ça te motive. Non, mais c'est vrai. C'était assez motivant. C'est des expériences qui sont bonnes à vivre. Franchement, tu joues au football pour vivre des trucs comme ça, parce que pour avoir des matchs importants, pour avoir des ambiances un peu de folie qui te font un peu monter l'adrénaline, quoi. C'est pour ça que tu joues au foot aussi. Je suis obligé de revenir sur cette fameuse anecdote Ravanelli, sur le penalty. Est-ce que tu peux nous en parler comme si tu y étais maintenant? Moi, en fait, déjà, l'action en elle-même, je me fais dribbler sur le côté, c'est là qu'il passe devant moi, où il fait semblant de repartir et il part dans l'autre sens. Donc, moi, je suis un peu en train de suivre et du coup, je sais déjà que je suis en retard au départ. Donc, c'est pour ça que moi, c'est là où je vis un peu l'injustice, c'est que je sais qu'il est devant moi, je sais qu'il a tendance à tomber et du coup, je ralentis ma course parce que je sais que si jamais j'arrive dans le truc… et ça n'empêche pas de tomber et de se faire ce croc en jambe. Mais du coup, je vis encore plus fort la frustration parce que je sais tout ça, je sais tout ce qui va arriver et je fais tout ce qu'il faut pour ralentir. Et j'écarte même les bras pour le montrer que je n'ai pas touché et que j'attends, je sais quoi. Et il siffle quand même penalty. Et là, tu te dis, oh. Et c'est tout ce qui a suivi derrière. Parce que bon, à la limite, on va dire… et j'ai regardé le match. Longtemps, j'ai jamais regardé le match après. Ah ouais. J'étais tellement énervé que j'ai jamais regardé ce match-là. Et peut-être 19 ans après, j'ai regardé le match pour la première fois. Et j'ai trouvé que l'arbitre avait fait un bon match. Mais qu'il s'est juste fait berner sur le… Mais sinon, en dehors de ça, il fait un bon match. Un vrai bon match où il fait son match. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de… Sauf qu'il siffle ce penalty-là. Et je me dis, parce qu'au début, j'avais tellement les nerfs après lui que… Mais sur le match, il fait un bon match. Mais juste ça. Et après, l'abattage derrière, où j'ai pas aimé le comportement de Charles Bietri, qui était à Canal+, qu'ils avaient tous peur du fait qu'il y avait la rivalité et que il perdait un peu en spectacle s'il favorisait un peu trop d'un côté ou de l'autre. Et j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça parce que aujourd'hui, tu vois, moi, je suis consultant à la télé ou à la radio. Ouais. Quand il se passe quelque chose, tu dois le dire. Tu prends pas parti. Tu dis. Quand il y a penalty, tu dis il y a penalty. Quand tu dis il n'y a pas penalty, parce qu'il n'y a pas penalty. Ça reste ton avis. Peut-être tu peux te tromper. Peut-être voilà. Mais en étant honnête dans l'analyse d'une situation, moi je dis aujourd'hui, à chaque fois je dis, pour moi il y a penalty, pour moi il n'y a pas penalty. Voilà, je le dis. Après les gens sont d'accord avec moi ou pas. Moi je dis, je suis désolé, moi dans le contact et tout ça, je trouve que c'est pas assez suffisant. Tu peux dire, on peut tout dire. On peut tout dire dans le foot, on peut tout dire. Mais ça, là, l'acharnement médiatique où genre, ouais, non, bon, on a regardé les vidéos, on est incapable de dire. Si, tu es capable de dire. C'est parce que tu veux pas dire. Mais tu es capable de dire s'il y a penalty ou pas. Je suis désolé. Tu dis, est-ce que tu vois un geste? Est-ce que tu vois que moi, je fais un geste pour aller toucher Ravanelli? À aucun moment, je fais un geste pour aller toucher Ravanelli. Donc, à partir de ce moment-là, je suis désolé, mais la lecture, elle est très facile. Sauf que quand tu ne veux pas, là, c'est autre chose. Et c'est ça qui m'a énervé un peu dans l'histoire. Après, ça reste une anecdote très forte d'un classico et qui reste un peu dans les annales parce que voilà. Mais dans le vrai traitement, et c'est pour ça que je veux bien qu'il y ait un peu la rivalité et que c'était un peu drôle avec l'air tapis et tout ça. Mais quand même, je trouve que les gens n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils auraient dû faire. C'est ça qui me dérange. Après, le reste… Pendant 16 ans, on m'appelait tous les ans pour savoir s'il y avait penalty. Non, mais c'est vrai. J'ai dit, écoutez, je ne vais pas changer de version. Je ne vais pas changer de version, mais bon.
Non, mais voilà, après. Surtout la lecture, quand on regarde des vidéos, c'est évident. Non, mais En tout c'est cas, évident, mais le problème, c'est que quand il y a des choses qui engagent les gens, ils ont du mal à passer le pas. C'est ce qui me dérange un peu dans ce truc-là. Quand tu fais ce métier de consultant, puisque moi je le fais aujourd'hui, donc je le sais, quand tu fais ce métier de consultant, tu dois prendre parti. Quand je dis parti, c'est tu dois donner ton avis. Voilà. Il y a une situation que tu dois juger. Si toi, tu ne juges pas la situation, à quoi tu sers en fait? Je suis désolé, à quoi tu sers? Pourquoi tu es là? Sinon, on met quelqu'un d'autre qui va donner son avis. Après, je dis, tu n'as pas la science infuse, tu n'es pas censé ne pas faire d'erreur et tout ça. À partir du moment où tu as une idée et que tu l'expliques, et ben voilà, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais tu expliques pourquoi tu penses ça, et après on est d'accord ou pas, peu importe Mais là, tu vois, j'ai trouvé que ça manquait un peu de caractère et d'intégrité. Ouais, je comprends. Ça m'a dérangé. Voilà, après le reste, c'est pas très grave. C'est que du foot. Ouais, comme quoi. Ensuite, bon, malheureusement, Luis Fernandez arrive et tu pars. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce départ? Parce que pour nous, c'était un peu triste, parce que tu étais quand même notre capitaine. Il me restait 1 an de contrat. Ouais. Luis Fernandez arrive. Moi, pour expliquer un peu mon fonctionnement en tant que joueur, j'ai pas fait 50 clubs. J'ai toujours fait, à chaque fois que je jouais pour un club, je jouais pour le maillot, pour les gens, voilà, parce que je suis comme ça, moi. Je suis intègre. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas toujours bon, mais par contre, tu peux être sûr que je jouais à fond, sans problème. Et Luis Fernandez arrive et me catalogue, et je pense que ça c'est déjà arrivé avant, puisque j'ai entendu d'autres anecdotes avec d'autres joueurs. Il me catalogue comme un homme de Bergeron. Ok. Et du coup, je me retrouve à jouer le premier match. On joue à Galatasaray, on perd 1-0 sur une main ou je ne sais plus si c'est une faute, une main ou un penalty de Talal, El Karkouri, qui fait faute sur Jardel et on perd 1-0. Et le week-end d'après, je me retrouve remplaçant. Le matin, je l'apprends en fait, on fait réveil musculaire avant le match. Et il me donne un dossard des remplaçants et il me dit rien, il me parle pas. Et du coup, je me retrouve remplaçant comme ça, du jour au lendemain, sans aucune explication et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, bon, après, c'est des choix d'entraîneur, hein, mais je suis quand même allé voir pour savoir. Je dis, bah écoute, ok, pas de problème, moi, tu me mets remplaçant, c'est tes choix. Maintenant, dis-moi pourquoi et qu'est-ce que je dois faire pour progresser. Et là, il était incapable il n'y avait pas de réponse. Il était genre, bah voilà, c'est comme ça, c'est mon choix. J'ai dit, moi, j'ai pas de problème avec ton choix. J'ai dit juste, je te demande quelque chose. Qu'est-ce que je dois travailler? Puisque si tu n'es pas satisfait de ce que j'ai fait, ça veut dire j'ai des choses à travailler ou à améliorer ou qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées dans mon jeu ou dans mon comportement. Hein. Et j'ai jamais eu de réponse. Mais quand je dis jamais, je suis allé le voir 3 fois, j'ai jamais eu de réponse. Zéro. Pas de réponse, pas de. Voilà, bah, ou je t'aime pas, genre, je préfère qu'ils me disent, bah, je t'aime pas. Non, mais c'est vrai. Ouais, Il n'y a aucun problème, tu peux faire ce que tu veux. C'est toi qui décides. Mais sois clair avec les gens, tu leur dis. Et j'ai jamais eu cette explication. Donc, je regrette un peu parce que voilà, je finis comme ça, je fais les 6 mois. J'ai quand même joué pas mal finalement pour un mec qui était plutôt au placard. Et puis, je me retrouve à la fin de la saison. On me donne une date un peu différente de reprise avec d'autres joueurs. On était 6 ou 7, je crois. On était au placard. Et on n'avait pas le droit de se changer dans les vestiaires. C'était le début du loft. Hein. C'était les débuts de loft. Et on n'avait pas le droit de se changer dans les vestiaires des pros. Donc il fallait se changer dans le vestiaire de la réserve. On s'entraînait sur le terrain de la réserve. Et on a la chance, parce que c'est l'entraîneur qui était là et qui entraînait la réserve, c'était Antoine Camboire. Okay. Donc on s'entraînait avec Antoine. Mais quand même, j'ai envie de dire que voilà, ce qui a été fait à l'époque, tu ne peux pas faire des trucs comme ça. Tu es joueur professionnel, que tu ne sois pas d'accord, que tu n'aies pas envie de garder le joueur. Encore une fois, je le dis, tu peux tout dire. Tu peux tout dire, voilà. À partir du moment où tu es clair avec le mec, tu as le droit de ne pas aimer un joueur, tu as le droit d'avoir plus d'affinité avec d'autres. C'est pas le problème, mais tu es clair. Tu fais pas genre parce que tu n'assumes pas. Si tu n'es pas capable d'assumer, déjà, ça veut dire que tu n'es pas dans ton rôle. Il te manque des choses pour gérer un groupe, pour être manager d'un club ou être entraîneur dans un club. Donc, c'est ça qui me... Voilà, tu vois, moi, j'aime bien Voilà, le dialogue, il est fait pour ça. Je suis prêt. On est joueur de foot, on est là pour se remettre en question tous les 3 jours. On a des matchs tous les 3 jours. Tous les 3 jours, tu te remets en question. Une fois, tu as pu être super bon, mais dans 3 jours, tu as un autre match. Donc, en fait, ça compte plus et c'est fini. Et c'est le boulot du joueur de foot.
Si tu n'es pas capable d'aller voir le joueur et lui dire, écoute, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, ou je t'aime pas, ou machin, tout ça, c'est le mettre en difficulté parce que tu lui rends pas service. Quand tu vas le voir et tu lui dis, bah, le mec se remet en question, ou il est d'accord avec toi ou pas, mais n'empêche, il se remet en question, c'est son boulot. C'est notre boulot de joueur de foot, de sportif de haut niveau, de te remettre en question tout le temps, en fait. Donc, voilà, pour te mobiliser, d'être le meilleur possible à chaque fois. Si tu ne donnes pas les armes ou les clés pour atteindre cette transformation, et ce qui fait que tu vas être meilleur, là, tu es à l'encontre de l'esprit sportif, quoi. Ouais, j'entends. Donc, ça a été ça. Voilà, date différente de reprise des mecs. Voilà, il nous a fait venir. On est en préparation ensemble et il lui manquait des joueurs, il y avait des blessés, tout ça. Il nous fait venir à Toulouse pour être sur le banc. Donc, on prend l'avion pour être à Toulouse. On arrive, on est sur le banc, on joue pas. Et puis c'est tout. Et après, on est reparti. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Et là, tu te dis, mais ça manque un peu d'humanité, quoi. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Ouais, j'entends ce que tu dis. Ça arrive souvent. Enfin, Ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent. Après, ils se permettent beaucoup trop de choses. Tu peux très bien. Après, je te parle de football, mais c'est pareil en entreprise aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Moi, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un rôle de replacer l'humain et dans le football et dans l'entreprise. Alors dans le football, je ne fais plus, mais surtout dans l'entreprise, pour expliquer que la place de l'humain, le traitement de l'humain dans ce que tu veux comme résultat pour ton entreprise. Si c'est toi le chef, si c'est toi le CIO de l'entreprise et que tu as besoin de résultats et tout ça, si tu ne traînes pas les gens et tu ne les mets pas dans les meilleures conditions, tu risques pas d'avoir le meilleur d'eux-mêmes. Déjà, quand tu fais ça, bah, des fois, tu risques pas d'avoir le meilleur. Mais alors, en plus, si tu le fais pas, tu risques. Et en fait, c'est ça qui me dérange. Donc, c'est pour ça que j'essaie justement de faire des interventions en entreprise pour ça. Pour remettre, tirer de l'alarme et dire, voilà, n'oubliez pas que c'est surtout ça qui fait que les gens vont être dédiés à votre entreprise ou pas du tout. C'est bien ce que tu dis parce que nous, avec les anciens, c'est ce qu'on essaie. On s'appelle les anciens parce qu'on essaye on va dire, de remettre des valeurs anciennes, en tout cas qu'on a reçues au goût du jour. Et à travers ce que tu dis, remettre l'humain au centre de tout, je trouve ça hyper intéressant et merci de le dire. Avec plaisir. Ensuite, tu vas à Châteauroux. Moi, je me souviens, à cette époque-là, j'étais supporter du PSG. Tu étais un très bon joueur. Bon, j'étais à l'AEK Athènes avant. Ouais, avant, c'est vrai. Tu vas à l'AEK Athènes, mais tu pars du PSG. Tu es un très bon joueur. Certes, tu as été mis dans le note, mais pour nous, tu es un très bon joueur. Pourquoi ce choix d'aller en Grèce qui, pour nous, après, on ne connaît pas trop ce championnat, qui, enfin, tu redescends d'un niveau? Ouais, je redescends. C'est pas forcément je redescends d'un niveau. En fait, je me suis retrouvé en Grèce parce que je voulais me barrer de la situation de Luis Hernandez. Donc, en fait, c'est un peu le premier choix. Je me dis, bon, il faut que je m'en aille, je ne peux pas rester là. Donc, je pars là-bas. J'avais envie de vivre une aventure à l'étranger. Et c'est la première qui s'est présentée. Pour l'anecdote, 5 minutes après que j'ai signé mon contrat avec l'AEK Athènes, il y a Glasgow Rangers qui appelait. J'aurais préféré aller à Glasgow Rangers, mais bon. Mais voilà, c'est comme ça. Je me retrouve là-bas, mais j'ai galéré là-bas parce qu'en fait, j'arrive là-bas. L'entraîneur de l'équipe, c'est Santos, Fernando Santos, l'entraîneur du Portugal qui a été champion d'Europe contre la France. Et lui, il est là-bas et je m'entends bien avec lui, super bien. Mais le président, c'est un mafieux. Et c'est un mafieux, et en fait, il m'a fait une galère. Je fais la préparation, et juste à la fin de la préparation, je me fais une déchirure abdominale. Un truc qui n'existe pas souvent. Et je me fais déchirure abdominale. Donc, tu imagines bien que pour faire n'importe quoi, pour pivoter, pour marcher, pour courir, pour sauter, c'était une horreur. Donc, j'attends. Et je me fais soigner. Et le mec, à partir du moment où je suis blessé, le président me dit, bon, bah, on va revoir ton contrat. J'ai dit, bah non, on va pas avoir mon contrat. Et il me dit, bah si, on va avoir ton contrat, c'est pas possible. J'ai dit, bon, ok, bon, écoutez, je pars déjà me soigner en France pour essayer de gagner du temps. Je pars en France, je me soigne, je reviens et je mets du temps à revenir parce que j'ai été arrêté pendant 1 mois. Donc il faut à peu près 1 mois pour revenir et le mec veut pas attendre. Il me dit, ouais, pourquoi tu joues pas et tout ça. Je dis, parce qu'il me faut 1 mois, quoi. Je suis pas un magicien, hein. C'est comme ça, c'est l'histoire de tout le monde quand tu te blesses. Et le mec, il veut rien entendre. Et je me retrouve suspendu 6 mois de salaire. Ah ouais. Donc, je me retrouve suspendu 6 mois de salaire. Je n'ai pas le droit de jouer les matchs. Je peux que m'entraîner. Et évidemment, Fernando Santos, il est complètement désolé pour moi. Il me dit, bah, je suis désolé, franchement. Il me dit, moi, je veux te faire jouer, mais je peux pas. Donc,
Donc, à l'époque, j'étais redevenu milieu de terrain. J'étais parti pour jouer milieu de terrain. En plus, j'étais là-bas, j'étais trop content parce que je me dis, je joue plus défenseur, je joue milieu de terrain. C'était fantastique pour moi. Et bref, donc tout ça, ça traîne et tout ça. Finalement, en hiver, on arrive à la trêve et le mec me dit, bon ben, tu peux plus jouer les matchs et tu peux plus t'entraîner. Donc, je devais venir tous les matins, à la deuxième partie de saison. Tous les matins, je devais signer une feuille de présence et repartir. Ah Donc, je ouais, faisais ça, j'ai fait ça pendant 3 semaines. Entre-temps, j'ai choisi un huissier pour faire constater que je ne pouvais pas m'entraîner et je ne pouvais pas faire mon métier. Et en fait, ça a traîné et tout ça. Et je suis parti de là-bas parce que voilà, je ne pouvais pas faire mon métier. Donc, ça a été très compliqué, hein. Et puis, comment? Et puis, bah voilà, après, c'est comme ça que je finis. Je fais une saison blanche sans pouvoir jouer à l'AEK Athènes. J'ai joué 2 matchs. Et puis après, derrière, tu galères. Et c'est comme ça que tu te retrouves à Châteauroux. Châteauroux, je me suis retrouvé parce que j'avais Michel Denisot à qui j'ai demandé pour refaire une préparation parce que j'avais rien fait en fait. Donc j'avais fait une préparation comme ça, vite fait, avec Louan Cuiseau, parce que j'avais mon meilleur ami qui jouait là-bas et qui m'a permis de m'entraîner avec eux. Donc je faisais la préparation avec eux. Et puis entre-temps, bah, pas de club. Donc du coup, je suis reparti jusqu'en décembre sans jouer. Et là, je suis arrivé, j'ai fait novembre-décembre en préparation avec Châteauroux. Là, j'ai demandé. Donc le mec m'a mis un préparateur physique, Philippe Breteau, qui a été très très bien. Et qui m'a fait la préparation pendant 2 ans à Châteauroux. 2 ans, 2 mois à Châteauroux. Et puis après, j'ai signé avec Châteauroux pendant 6 mois. Et donc, c'est là que j'ai recommencé à jouer au foot avec Châteauroux. Donc, je partais de. Donc, Châteauroux, ça a été une bénédiction pour moi parce que ça me permettait de repartir dans le circuit. Et j'ai fait 6 mois. On a raté la montée de peu. Et puis changement d'entraîneur. Et je me retrouve avec Victor Zvinka. Je signe 2 ans avec Châteauroux parce que ça s'est bien passé les 6 mois. Et je reviens de vacances et Victor Zvinka est entraîneur et je me retrouve avec Victor Zvinka, c'est Luis Fernandez en plus vieux. Non mais c'était pareil, je te jure, c'était exactement la même chose. Il fait venir Bertin, il fait jouer Bertin qui était marseillais, lui il était marseillais. Je te jure, c'est vrai, ça peut paraître assez surprenant, mais c'était ça. Et je me retrouve à vivre un truc comme ça, où je galère sur une saison, je joue, il met un jeune à la place, moi je joue de temps en temps et tout ça. Et puis je galère, en fait, je galère. Et je me dis, mais putain, c'est pas possible. Et en fait, j'enchaîne ça. Tu vois, ma suite de carrière, après Paris, j'ai 6 ans. Après Paris, je pars, j'ai 6 ans de carrière. Et j'ai 4 ans et demi de galère comme ça. J'ai que d'accord. 1 an et demi. Tu vois, les 6 mois à Châteauroux, c'était bien. Et après, je pars en Belgique où j'ai j'ai 3 ans de contrat et j'ai 1 an de bien. Et sinon, le reste, c'est que des galères. D'accord. D'accord. Donc, si tu veux, moi, le monde du football, quand j'ai arrêté le football, c'était pas un problème. J'ai peut-être fait une dépression parce que je pense que j'avais possibilité de. Mais inconsciemment, j'étais très content d'arrêter en fait, parce que j'en avais marre de tous ces Ouais, gens-là. ouais. Est-ce que pendant toutes ces années, surtout quand tu étais au PSG, tu arrivé de l'équipe de France, tu pensais que tu pouvais y accéder? Ouais, peut-être la seule fois où j'aurais pu, c'est là, justement, cette année-là, en 99, mais on est entre l'année où ils sont champions du monde. Euh, Parce que moi, ma première année, c'est 97-98. Après, il y a la Coupe du Monde. Mais 97-98, je finis, je gagne quand même Coupe de France, Coupe de la Ligue avec Paris. Donc, ça fait quand même un doublé juste avant la Coupe du Monde. Donc, c'était plutôt un truc bien. Après, je fais la saison 99-2000 qui est plutôt bien. Euh, Où là, ça se passe bien. Et je pense que c'est celle-là j'aurais pu éventuellement. Mais là, on est entre deux. C'est-à-dire qu'ils sont champions du monde. Ils vont devenir champions d'Europe. On ne le sait pas encore. Et ils ne changent pas beaucoup. Ils changent pas beaucoup. Et en plus, Surtout tu vois, défensivement, à ça bouge l'époque, pas. tu vois, c'était Aimé Jacquet Ouais. l'entraîneur. Et à l'époque, lui me connaissait bien. Mais à l'époque, ils avaient déjà une équipe, tu vois. J'ai envie de te dire. C'est vrai qu'il y avait des monstres à cette Non, époque-là. non, mais c'est Ouais. pour ça après. Donc si j'avais pu avoir cette opportunité-là, c'était peut-être à ce moment-là, en 99-2000, mais sinon. Ok, je vois. Je te pose cette question parce que, on va dire, quasiment à la fin de ta carrière, tu choisis de jouer avec le Madagascar. Ouais. Comment ça se passe et pourquoi? Bah, après, en fait, j'ai attendu longtemps parce que j'espérais évidemment l'équipe de France. C'est pour ça que j'ai attendu longtemps. Mais après, voilà, moi, ça m'a permis de me rapprocher de mes origines. Je devais jouer un match officiel. J'ai pas joué le match officiel, Ouais. en fait. Je devais jouer un match officiel avec Madagascar. Et
Donc on avait fait un stage à Toulouse. On avait joué un match amical contre la réserve de Toulouse, je crois. Et puis au mois de... Ça c'était c'était quoi? Au mois de novembre, un truc comme ça. Et je crois qu'au mois de mars, on jouait contre la Côte d'Ivoire de Drogba. Madagascar jouait contre la Côte d'Ivoire de Drogba. Et en fait, au dernier moment, c'était qui était le président de la Fédé? Ahmad Ahmad, qui est devenu président de la CAF après, a décidé de ne pas prendre de binationaux et il avait gardé. Donc en fait, j'ai pas eu l'opportunité de jouer. Entre-temps, j'ai donné 2 fois mon dossier pour qu'ils fassent ma nationalité. Ils ont paumé 2 fois mon dossier. Quand ils paument 2 fois ton dossier, c'est qu'ils n'ont pas trop envie que tu sois. Donc je me dis, bon, écoute. Donc après, voilà, ça s'est fait plus tard en tant que sélectionneur. Mais c'est vrai que, bon, voilà, je veux dire, tu peux pas forcer les choses. Ouais. Bah, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, après le foot, comment tu es devenu entraîneur jusqu'à arriver sélectionneur du Madagascar? En fait, je suis fait pour être entraîneur. J'ai tout ce qu'il faut pour être entraîneur. Voilà, j'ai la mentalité, j'ai la façon de gérer les gens pareil. J'ai justement la présence de l'humain qui est importante pour moi et qui fait que je pense que voilà, c'est très important dans le monde du foot. J'avais pas spécialement envie d'être entraîneur. Mais Madagascar, c'était quand même une opportunité qui était incroyable. Et je rappelle, c'est ça, c'était renouer avec mes racines et permettre aussi la transmission. Ce que j'aime faire aussi, c'est ça. C'est la transmission et de redonner la chance que tu as pu avoir, tu la redonnes. Et puis ça permettait d'organiser aussi le football là-bas. Parce que c'est le bazar, le football là-bas. Okay. Je parle il y a la sélection nationale en haut. Ouais. Mais eux considèrent que c'est le début, alors que ce n'est pas le début, c'est la fin, la sélection nationale. C'est tout ce qu'il y a avant qui est le début. Et c'est tout ça que tu dois préparer, sauf qu'il n'y a rien qui est préparé pour aujourd'hui. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça le problème du football africain, souvent. Pas partout, parce qu'il y a des fédérations qui ont compris qu'il y avait un boulot à faire et qu'ils ont commencé déjà à faire ce boulot. À Madagascar, on est encore en retard sur tout ça. Ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de gestion et d'organisation de tout ce qui arrive avant la sélection nationale. Donc c'est dommage, en fait. C'est ça qui me désole, c'est que je venais pour ça et que, en fait, je me rends compte que c'est compliqué. Il y a tellement de choses à gérer entre les égos, entre le ministre des Sports, entre le ministre des Sports à l'époque. On gagne contre la RDC, donc grosse sélection. Mal, ouais. On gagne à Madagascar contre la RDC. On devait avoir 2000 € de primes de match. Et les primes de match qui ont été données par le président de la République dans une mallette en liquide. Et donc, juste avant ça, pour l'anecdote aussi, les joueurs se réunissent et se mettent d'accord pour dire que même les joueurs qui n'ont pas joué, on partage tous. Et ça, je trouvais ça super sympa. Je me dis, ah putain, tu fais un grand pas en avant où tu dis, les mecs, ils sont voilà, tous concernés. Et donc, on devait avoir 2000 € chacun pour la victoire de... Voilà. Parce que ça faisait 2 ans que le Madagascar n'avait pas gagné un match. D'accord. Et j'ai reçu l'enveloppe juste au repas et j'avais 200 € dans l'enveloppe. Donc voilà. Et ça, c'est le ministre des Sports qui s'est servi. Et je pense même qu'il y a un Nicolas Dupuis qui était ami avec qui était suspendu par la Fédé, mais qui a dû prendre au passage aussi en même temps. Je soupçonne, mais bon. Je fabule, mais bon, je pense que je suis pas très très loin de la... Je suis pas fou, quoi. Mais bref, c'est triste. Non, mais c'est triste. Africain, mais c'est triste parce que je me dis, c'est quand même, il y a tellement de choses à faire et moi, ça me rend fou parce que je me dis, tu te mets des balles dans les pieds pour des conneries alors que tu pourrais évoluer tellement vite et tellement bien. Mais bon, ça prendra du temps, c'est pas grave. C'est vrai que c'est le football africain, malheureusement, il est là le problème. Il est là le problème. C'est dommage. Pour en revenir à toi, on arrive à peu près à la fin de ton parcours. Maintenant, le football d'avant, quelle différence tu vois entre le football d'avant et le football d'aujourd'hui? La vraie différence que moi je note, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de passionnés de football. Je parle pas des tu vois, un Kylian Mbappé, c'est un passionné de football. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Un Ronaldo qui pleure hier pour la victoire à la Ligue des Nations, qui est censé être une compétition juste de rajouter et tout ça.
pour moi, c'est des vrais amoureux du football. Je me dis, voilà, il existe encore une fibre football où voilà, tu vibres encore et tu as envie de gagner comme un enfant. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Aujourd'hui, on est sur certains endroits, c'est des mercenaires, mais qui sont juste là pour prendre soit de l'argent ou soit juste de passage. Je vois ça dépend les niveaux, mais j'ai vu juste avant, là, pas en ce moment, mais avant à Nancy, où c'était le bazar dans la gestion des trucs. Les mecs, ils arrivaient, ils étaient prêtés, ils en avaient rien à foutre, ils se battaient pour tirer un penalty. Ils étaient 19e du championnat, ils se battaient pour tirer un penalty. Alors que le principal, c'était de faire des résultats on s'en fout qui va marquer le but. Ouais. Et là, tu vois, tu te dis, oh, là, on a perdu le fil de l'essentiel. Et c'est dommage, ouais. Donc je pense que ça, la vraie différence, c'est ça. Avant, il y avait des joueurs, des bons joueurs, des très bons joueurs partout, même dans des équipes un peu, j'ai envie de dire bidon, mais c'est vrai. Il y avait des très bons joueurs partout. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a des bons joueurs. Il y a évidemment des très bons joueurs. Mais après, il y a un creux. Et puis, quand je vois les salaires aujourd'hui, là, je suis désolé, mais les joueurs de Ligue 1, il y a des joueurs de Ligue 1 qui sont très moyens et qui gagnent des salaires. Mais c'est pas possible, quoi. Et c'est après, tu te plains parce que tu te dis, ah, on n'a plus d'argent en football. Bah ouais, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Ouais. Tu peux pas payer des joueurs, tu ne peux pas surpayer des joueurs. Et espérer avoir du spectacle et avoir des droits télé qui vont se vendre plus facilement. C'est normal en fait. C'est vrai, c'est très vrai. Et par rapport à ce que tu viens de dire, comment tu pourrais rebondir là-dessus pour donner des conseils, que ce soit aux éducateurs, aux parents, aux futurs joueurs, aux joueurs actuels d'ailleurs? Garder l'essentiel. L'essentiel, c'est le jeu, les joueurs. Voilà, développer la mentalité. Gagner, c'est pas l'essentiel. C'est pas ça du tout. Aujourd'hui, tout le monde se tire la bourre, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit dans la région parisienne ou n'importe où. Les mecs, ils veulent gagner, ils veulent gagner le championnat et tout ça. Non, tu n'es pas là pour gagner le championnat. Tu es là pour faire progresser des joueurs, pour leur donner des valeurs, pour leur donner l'essentiel et les bases qui vont faire que derrière, peut-être cette année-là, ils vont être moyens et c'est pas grave. Mais par contre, derrière, si ils ont intégré tout ce que tu leur as donné, ce seront forcément de meilleurs joueurs. Et derrière, ils vont progresser normalement et atteindre certainement leur apogée derrière parce qu'ils ont été construits avec de bonnes bases. Les valeurs du sport, les valeurs de l'effort, du partenaire, du collectif, du maillot, du club, de tout ce que tu veux. Toutes ces choses-là, c'est ça l'essentiel. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les victoires. C'est tout ce que je viens de dire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre du plaisir. C'est un jeu, il faut s'amuser, il faut tenter des choses. Aujourd'hui, tu regardes un Désiré Doué, il a beaucoup de déchets dans son jeu parce qu'il tente beaucoup de dribbles et tout ça. Sauf que quand ça passe, voilà, on a fustigé un Neymar parce qu'on lui disait il est toujours en train de. Bon, il prenait des vrais coups, il faisait des trucs extraordinaires sur le terrain et on avait besoin d'artistes comme ça sur le terrain. Et voilà, aujourd'hui, on regrette un peu qu'il n'y ait plus des Ronaldinho. Mais voilà, il faut l'essentiel, le jeu, l'amusement, les valeurs. Et après, voilà. Mais surtout pas la victoire et surtout pas l'argent parce que c'est catastrophique en fait. Écoute, Eric, merci beaucoup. Avec plaisir. On est arrivé au bout. Ouais. Franchement, c'était hyper intéressant, plein de valeurs. Et nous, c'est la base de tout. Merci. Eh ben, merci. Et pour les auditeurs, je vous dis à très vite. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout de vous abonner. On était avec Eric Rabet-Sandratana. C'était un réel plaisir, surtout que moi, j'avais 10 ans, 13 ans, 15 ans lorsque je regardais. Et aujourd'hui, il est en face de moi. Donc, merci beaucoup encore une fois. Avec plaisir. Et je vous dis à très vite.